Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule autour de l'entretien motivationnel. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler d'un papier assez intéressant puisque c'est un essai contrôlé randomisé qui est signé de l'équipe à Morgan Stern et qui s'intéresse énormément à ce qu'on a vu dans les capsules précédentes, c'est-à-dire aux ingrédients potentiellement actifs qui pourraient expliquer les résultats donc de l'entretien motivationnel. Ici, on est sur une population, vous allez voir dans un instant, de gens qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool. Et en fait, le papier a deux objectifs. Il souhaite vérifier, enfin étudier l'efficacité de l'EM face à une absence de traitement chez ces personnes-là. Et vous allez voir, astucieusement, il a essayé aussi d'évaluer une composante technique de l'EM par rapport à une composante, on va dire, un peu plus émotionnelle ou plus relationnelle de l'EM et voir ben, est-ce qu'il y avait une différence d'efficacité sur cette population. On voit ça tout de suite. Alors, je vous ai mis le flowchart à droite. Donc, on a une population. Je vous présente un petit peu ça à gauche avec la méthode Picot. Donc, une population de 139 patients qui souhaitent réduire leur consommation d'alcool et non pas l'arrêter. Qui, vous voyez, ont entre 18 et 75 ans et qui sont inclus, enfin, un des critères d'inclusion, c'est plus de 15 verres chez les femmes dans les 8 dernières semaines et plus de 24 chez les hommes dans les 8 dernières semaines. Le recrutement se fait un peu par, allez, on va dire, publicité. Vous le verrez, c'est un peu différent d'autres formes d'inclusion. Donc allez voir dans le papier un petit peu aussi comment ils ont inclus ces personnes-là. Ça a son importance, on en parle juste après. L'intervention, alors vous voyez en fait que on randomise les gens en trois groupes. Un groupe, vous voyez sur le côté, donc qui est un groupe NTC, un groupe SOMI et un groupe FMI. Je vais vous détailler ce que ça veut dire dans un instant. On a pour les groupes FMI et les groupes SOMI 4 sessions d'entretien motivationnel qui sont situées à la première, la deuxième, la cinquième et la huitième semaine. Donc ces groupes, en quoi ils sont différents? Alors vous avez le groupe NTC où là il n'y a pas d'intervention d'entretien motivationnel et on se contente, on va dire, d'un conseil plus ou moins élaboré qui tourne autour de changer par vous-même. C'est-à-dire d'autres sont arrivés à changer et à réduire leur consommation d'alcool seuls et donc nous on va mesurer ça avec des outils et vous allez vous débrouiller grosso modo. Et puis on a le groupe FMI et le groupe SOMI qui là sont des groupes où il va y avoir de l'entretien motivationnel, mais dans le groupe SOMI qui signifie Spirit Only, c'est-à-dire c'est simplement un groupe où on va se servir des composantes relationnelles de l'esprit de l'entretien motivationnel et où on va surtout vérifier que le praticien ne vise pas à amplifier le discours changement. Et donc ce groupe SOMI sera différent du groupe FMI où là on va avoir une volonté du praticien d'utiliser des techniques, alors par exemple les échelles et tout ce que vous avez pu voir pour maximiser le discours changement et réduire le discours maintien. Et donc on vérifie ça aussi avec deux systèmes de codage qui sont le Mighty et le Darn-C, donc je ne détaille pas là mais que je pourrais peut-être dont je pourrais vous parler dans des prochaines capsules. Les outcomes, c'est-à-dire les critères de mesure, sur les critères primaires, on a un auto-questionnaire donc assez classique qui va être rempli donc à la première, la deuxième, la cinquième et la huitième semaine sur la consommation d'alcool, et un système informatique qui s'appelle l'EMA, on en reparle aussi dans un instant, et là qui va être une sorte d'application qui va relancer les gens 2 fois par jour pour qu'ils remplissent là encore une fois un auto-questionnaire rapide pour mesurer leur consommation journalière. Donc là le système est un peu plus intrusif entre guillemets, hein. On va chercher les gens chaque jour et on leur demande de cliquer sur leur smartphone pour répondre donc à des questions. Et puis sur le plan des follow-up, c'est-à-dire du suivi, on a un suivi donc à la huitième semaine et on va comparer un petit peu les consommations d'alcool sur ces critères-là entre les groupes.
Voilà, alors ici vous avez donc les résultats. Donc je prends mon petit crayon juste pour vous indiquer. Vous voyez ici il y a cette phase là qui est la phase pré-screening. C'est juste la phase où les gens s'habituent à utiliser les questionnaires et l'EMA, hein. Et puis après on a vraiment la période de randomisation qui commence et qui va s'échelonner, vous voyez, jusqu'à la 8e semaine. Ce qu'on voit, c'est que, grosso modo, si on met un marqueur ici, un marqueur ici, tous les groupes s'améliorent, c'est-à-dire que tous les groupes améliorent leur consommation d'alcool, et c'est ça qui peut peut-être pas faire trop plaisir à lire pour les fans de M. Il n'y a pas de différence entre les groupes, c'est-à-dire que vous utilisiez quelque chose qui est basé que sur l'esprit, ou quelque chose qui est plus technique, ou ici le groupe NTC où finalement il y a un quart d'heure d'entrevue et non pas 4 heures de M, et vous avez le même résultat à la 8e semaine. On en discute sur la diapo d'après. Voilà, alors en fait, il y a deux choses à citer d'abord côté publi pour voir qu'est-ce qui s'est fait. D'abord, cette publication donc de Morgenstern, elle ne retrouve pas les résultats d'un autre essai contrôlé randomisé, celui de Selman de 2001, dont on va parler sur une prochaine capsule. Donc elle est un peu en contradiction. Par contre, eux, en fait, les auteurs confirment les résultats qu'ils avaient dans une première étude pilote, mais qui était de moins bonne qualité. Enfin, c'était plus une étude de faisabilité, et en tous les cas, sur ce travail-là, il y a beaucoup plus de puissance statistique. Il y a un groupe qui est quand même intéressant, 150 patients, etc. Donc c'est mieux conçu. Euh, la différence entre les deux études, elle peut s'expliquer comme ça, d'après les auteurs. En tous les cas, d'abord, il cite le fait que le recrutement est différent. C'est-à-dire l'étude de Selman, c'est une étude qui se fait vraiment en centre d'addicto, et qui se fait pas par ici tout venant un peu advertisement, c'est-à-dire on a fait de la publicité dans le journal pour chercher des volontaires sur Internet, etc. Et en fait, ils se disent que ça peut avoir un impact sur le profil des gens et leur motivation. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est que l'essai contrôlé de Selman, il a un follow-up, c'est-à-dire un suivi à 6 mois en fait, alors qu'ici on n'est qu'à 8 semaines. Et évidemment, on peut se dire que peut-être qu'une différence entre les groupes, elle pourrait apparaître dans le temps. C'est un peu l'histoire de la petite graine en entretien motivationnel, donc pourquoi pas. Il y a un autre point qui est très intéressant, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que ce groupe contrôle, ce groupe où il n'y a pas de traitement et où il y a un quart d'heure d'entrevue, puisque finalement il est aussi efficace que 4 heures d'entretien motivationnel. Et surtout, on peut se poser la question de la neutralité en fait de ce groupe contrôle, parce qu'en fait, on explique quand même aux gens qu'ils vont avoir l'EMA, donc ce système informatique qui va les stimuler un peu dans la journée, et on leur dit, vous savez, d'autres sont arrivés à réduire leur consommation d'alcool avec l'EMA, et voilà, do it yourself, c'est-à-dire faites-le vous-même, etc. Donc il y a un côté responsabilisation qui va avec peut-être un potentiel renforcement de ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité. Finalement, vous êtes capable puisque d'autres l'ont fait, donc vous y arriverez très bien. Et il peut même y avoir un feedback normatif, vous savez, un peu de type règle verbale pour ceux d'entre vous qui connaissent ACT, donc il y a un peu, c'est comme ça que ça va se passer et vous devez faire ça, quoi. Voilà. Euh, Ça va donc avec ce système qui, je vous le disais, est un peu intrusif, c'est-à-dire qui vient régulièrement relancer dans la journée quelque chose. Donc ça aussi, ça stimule peut-être la motivation des gens, un peu comme le font, vous savez, les nudges. Et dernier point qui est abordé par les auteurs, que je trouve un peu moins intéressant, parce qu'en tous les cas, il ne va pas permettre d'expliquer la différence entre les groupes, mais on ne peut pas oublier l'effet Pygmalion, l'effet Hawthorne, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils participent à une étude, et évidemment, le fait de savoir ça, d'être screené, de devoir répondre à des questionnaires, d'avoir mis une application sur son téléphone, ça va possiblement, en tous les cas, avoir un impact sur la motivation. Et là, dans ce cas-là, par contre, il n'y aura peut-être pas une différence hyper importante entre les groupes, mais en tous les cas, pour ce groupe NTC, ça peut aussi participer à la motivation intrinsèque du groupe où il y a une absence de traitement, quoi. Voilà, donc je vous propose de lire cet article comme d'habitude. N'hésitez pas à en discuter et on se retrouve vite pour un prochain rendez-vous.
À bientôt.